Oui, c'est un peu le sport national en cette période de présidentielle. On dit du mal des banques. Et ce soir, on est avec Pascal Canfin, eurodéputé Europe Écologie Les Verts, vice-président de la commission spéciale sur la crise financière et conseiller économique d'Eva Joly. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le disais, on dit du mal des banques parce que vous venez de sortir chez Les Petits Matins ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire. On le dira une fois le titre parce qu'il est long. Vous commencez votre ouvrage en disant... Un journaliste m'a dit qu'on s'est fait balader par les banques. Vous avez le sentiment, vous qui avez travaillé sur l'encadrement des banques, sur l'ensemble de ces questions-là au niveau européen, qu'on s'est fait balader depuis le début de la crise en 2008 ? Oui, moi je négocie au Parlement européen toutes les directives qui encadrent les banques, les fonds spéculatifs, les compagnies d'assurance, les bourses, tout ce monde de la finance. Et donc tous les jours, je discute avec les acteurs financiers, je constate la puissance de leur lobbying pour éviter que les règles changent vraiment. Moi, mon modèle est assez simple, c'est celui de Roosevelt après la crise de 1929 aux États-Unis. La crise de 2008, elle n'a qu'une seule comparaison possible, c'est celle de 1929. Et donc je compare en quelque sorte la réponse politique de Roosevelt à l'époque et celle qu'on a en place aujourd'hui. Clairement, on n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc c'est le New Deal. Oui, c'est le New Deal, c'est-à-dire diminuer la taille des banques. Non. La réponse de Roosevelt sur la réglementation du système financier. Par exemple, couper les banques en deux. Par exemple, interdire un certain nombre de produits toxiques. En 1929, vous aviez les mêmes types de produits que ceux qui ont explosé en 2009 et en 2008. On ne les a toujours pas interdits aujourd'hui, alors que Roosevelt, en 1933, les a clairement interdits. Mais alors, c'est ce qu'on nous dit du côté des politiques. Vous êtes un politique, Pascal Canfin. Oui, alors, vous commencez votre livre en disant les banquiers se caractérisent en disant c'est pas nous, c'est jamais eux les responsables. J'ai envie de vous dire, et les politiques, c'est jamais eux les responsables non plus alors. Bien sûr que si, les politiques ont une très grande part de responsabilité parce que les règles ou l'absence de règles justement sur les marchés financiers, ça tombe pas du ciel. Ce sont des décisions politiques qui ont été prises dans les années 80, 90 et début des années 2000. Moi, j'appartiens au groupe des Verts au Parlement européen. Vous n'a pas échappé qu'on n'était pas majoritaire et donc on essaye de faire des alliances, on essaie d'être dans une culture du compromis, mais en même temps, ce que je constate, c'est que les familles politiques qui dominent aujourd'hui l'Europe, et ces familles libérales et conservatrices, font de la re-réglementation vraiment à minima par rapport à la vague de déréglementation des années précédentes. Alors, on se souvient, c'est vrai, en 2009, et c'est là où vous arrivez, vous, au Parlement européen, de Davos notamment, où les banquiers mis en cause disaient « No more regulation, but better regulation ». Pas trop de régulation, s'il vous plaît, mais une meilleure régulation. Et ça, c'est ce qui vous énerve. C'est-à-dire que les banques s'arrangent toujours pour éviter d'être trop encadrées. Notamment en ayant quelques arguments qui reviennent toujours. Moi, franchement, sur tous les textes que je négocie, et je déconstruis ces arguments dans le livre. Parce que je pense que dans la société, il y a une aspiration à comprendre la finance, à comprendre comment ça marche de manière la plus pédagogique possible, c'est ce que j'ai essayé de faire, et à savoir ce qui se passe réellement dans les coulisses des négociations. Parce que la plupart des textes dont on parle quand on parle des banques et de la finance, ce sont des textes européens. On sait bien qu'on ne peut plus faire grand-chose au niveau national. L'essentiel se fait au niveau européen. Eh bien, moi, je les négocie, ces textes. Et concrètement, vous avez toujours, par exemple, un argument qui est de dire si vous mettez en place telle règle, on va délocaliser, on va ailleurs. Bien. Donc, je donne un exemple sur les bonus des traders, si vous me laissez le temps de le développer. En 2010, on négocie la directive qui encadre les bonus des traders en Europe. On est à l'été 2010. L'argument principal des banques, c'est pas de défendre leurs traders en disant ils sont fantastiques, ils font jamais d'erreur, ça aurait été difficile, c'est de dire si vous faites ça, on va à New York, on va à Singapour. Au même moment, je vais à Washington rencontrer les congressistes américains qui négocient la grande loi de réglementation financière qui s'appelle la loi Dodd-Frank. Eux mettent en place des règles qui sont plus strictes sur d'autres domaines, par exemple l'encadrement des produits dérivés. Que disent les mêmes banques à ces congressistes américains? Elles leur disent si vous mettez en place ces règles, on va à Londres. Ça veut dire qu'au même moment, l'argument des délocalisations joue dans les deux sens de deux bords de l'Atlantique. Ça n'a pas de sens. C'est le jeu. Mais quand on a compris que c'était un jeu, quand on a compris que c'était une forme de chantage, un argument mécanique qui, dans la réalité, n'a pas d'existence, à ce moment-là, on est beaucoup plus libre pour mettre en place des règles plus contraignantes. Vous écrivez donc, page 21, une phrase qui, moi, m'intéresse et que j'aimerais que vous développiez, parce qu'effectivement, vous êtes aussi conseiller économique d'Eva Joly et vous connaissez toutes ces questions-là. Ce sont les banques qui ont financé les bulles immobilières qui plombent aujourd'hui les pays en difficulté comme l'Espagne ou l'Irlande. D'accord, sur le constat, et qui pourraient bien exploser en France en 2012.
qu'est-ce qui va nous arriver alors qu'on avait le sentiment qu'on avait été épargné par cette bulle spéculative immobilière? Vous pensez que ça va exploser en 2012? Mais quand on regarde le ratio entre les prix de l'immobilier ou les loyers et les revenus disponibles, on est à un niveau historiquement élevé. Et donc, on voit déjà sur le marché en région et maintenant en Île-de-France et à Paris, une baisse des prix. Donc, est-ce que cette baisse des prix va prendre une proportion plus importante, c'est-à-dire que c'est une bulle qui va brutalement s'effondrer, ou est-ce que ça va être une baisse progressive pendant 1 an, 2 ans, 3 ans qui va s'étaler? Évidemment, je ne suis pas devin, j'en sais rien. Oui, mais les subprimes dont vous parlez, Pascal Canfin, ce sont des foyers qui se surendettent pour pouvoir acquérir leurs biens immobiliers. Ça n'existe pas en France. Non, en France, alors heureusement, ça n'existe pas parce que le droit est plus contraignant. Des banques de temps en temps. Bien sûr. Alors, vous savez qui avait voulu supprimer cette réglementation qui nous a protégés. Ça s'appelle un certain Nicolas Sarkozy qui, en 2007, dans la revue Banque, c'est peut-être par hasard, avait dit « Je vais transposer en France le crédit hypothécaire qui marche si bien au Royaume-Uni, si bien en Irlande, si bien en Espagne. » Heureusement, il n'a pas eu le temps de le faire, la crise l'a devancé. Quand on regarde ce qui se passe autour de la question grecque, et il y a encore des échéances qui arrivent, et vous suivez ça de très près à la Commission. Au Parlement. Au Parlement, pardon. C'est parce que j'étais en train de dire que vous étiez vice-président de la Commission spéciale. C'est vrai que c'est au Parlement. Pascal Canfin, sur la Grèce, on a le sentiment quand même que finalement, les banques jouent le jeu et vont accepter de passer l'ensemble de l'ardoise grecque et pour simplement sauver le système et sauver la monnaie unique. Oui, alors ça, c'est une forme de présentation qui est relativement inhabituelle parce que la réalité, c'est que depuis 2 ans qu'il y a une négociation pour effacer la dette grecque, les banques se battent millions d'euros par millions d'euros pour faire en sorte d'échapper à la restructuration, pour faire en sorte que ce soit la BCE qui paye, pour faire en sorte qu'il y ait des clauses techniques qui font qu'il n'y ait pas d'événements de crédit, qui ne fassent pas qu'il y ait de défauts, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail technique des choses, mais la réalité de la négociation avec les banques, c'est qu'elles font tout pour échapper à la restructuration. Alors que cet été, elles ont toutes dit, BNP, Société Générale, pour ne prendre que les grandes banques françaises, que finalement un défaut de la Grèce, compte tenu de la faible importance de la dette grecque dans leur compte, c'était tout à fait absorbable, ça leur ferait un peu moins de bénéfices, mais c'était pas si grave. Donc la réalité, c'est qu'elles peuvent l'encaisser, mais c'est qu'elles font tout pour y échapper. Je comprends leur logique, je veux dire, je serais à la place de Frédéric Oudéa, je serais à la place de Baudouin Pro, je ferais la même chose. Mais en tant que responsable politique, le sens de l'intérêt général aujourd'hui, c'est de dire, faisons payer le plus possible les créanciers privés, parce que les contribuables ont déjà largement payé à cause de la crise. Et on ne va pas s'orienter inévitablement vers ce qu'on est en train de dire, comme à chaque fois avec la crise qui frappe l'euro en ce moment, des banques qui essuient les pertes et une BCE qui finit le travail. Mais les banques, malgré toutes les résistances des politiques, des banquiers et tout ce que vous décrivez? Les banques, elles essuient les pertes. En 2008, elles ont été sauvées par les contribuables européens. Donc pour l'instant, elles sont bénéficiaires de l'appui du contribuable. Et en 2009-2010, pour l'avoir vu et pour avoir discuté avec des traders dans les salles de marché, y compris des banques françaises, elles ont spéculé sur les dettes des États et donc elles ont gagné de l'argent. Donc ensuite, quand les États vont vraiment mal, effectivement, comme elles ont des dettes publiques dans leur compte, elles perdent aussi. Mais je veux dire, elles ont d'abord été sauvées, ensuite elles ont spéculé, elles ont gagné de l'argent, maintenant elles perdent un peu, ça n'est que justice. Très rapidement, Pascal Canfin, 2 choses. Alors vous allez me dire, c'est dur d'être rapide sur ces 2 choses, mais vous évoquez évidemment les agences de notation dans votre ouvrage. On s'aperçoit, c'est la démonstration de ce qui nous est arrivé en France le vendredi 13 janvier, que nous n'avons pas eu de conséquences directes de la perte du AAA. Donc est-ce que malgré toute cette importance que vous accordez dans le livre quand même à ce rôle des agences de notation, finalement, le thermomètre qu'on nous dit, il ne faut pas casser le thermomètre, c'est cette idée-là que vous prenez en exergue, que vous mettez en exergue. Est-ce que finalement, elles ont réellement le rôle qu'on leur accorde et que les politiques semblent leur accorder, première chose. Et deuxième chose, c'est pour ça qu'il faut aller vite, les taxes sur les transactions financières. Vous êtes soutien d'Elva Joly, j'ai envie de dire, là au moins vous êtes d'accord avec Nicolas Sarkozy. Alors, sur les agences, j'ai dit plusieurs reprises avant la dégradation de la France que c'était pas si grave. Et c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a totémisé la note
avant évidemment, quand il a compris qu'il ne pouvait pas la garder, de dire finalement c'est pas très grave. Donc c'était un choix politique. Et il s'est passé ce que, avec d'autres, j'avais prédit, c'est-à-dire que les marchés eux-mêmes ayant déjà plus ou moins anticipé la dégradation, il n'y aurait pas d'événement. Et puis le taux d'intérêt ne dépend pas mécaniquement de l'agence de notation, de la note de l'agence de notation. Donc moi, ça me conforte dans mon analyse, au contraire, ce qui s'est passé. Quant à la taxe sur les transactions financières, c'est vraiment, je dirais, ce que la taxe Sarkozy, c'est à une vraie taxe sur les transactions financières, ce que le McDo ou le sandwich est à la gastronomie. C'est une mini-taxe qui va porter sur 3 choses. Le trading de haute fréquence, le problème, c'est que ce trading de haute fréquence se fait à Londres et pas à Paris, donc il n'y aura rien à taxer. Deuxième élément, ça va se faire sur les CDS à nu. Je ne rentre pas dans le détail, mais ces produits, grâce à la négociation que j'ai conduite en Europe, seront interdits en novembre. Donc on va mettre en place une taxe en avril pour quelque chose qui sera interdit en novembre, donc c'est vraiment minimaliste. Et ensuite, sur les actions, ça ne va pas porter sur l'ensemble du champ, mais uniquement sur un champ très réduit et assez facilement contournable, alors qu'il aurait été possible de mettre en place des règles pour éviter ce contournement. Donc franchement, on est quand même très 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 largement, malheureusement dans l'effet d'annonce, et moi je participe à la négociation européenne et au niveau de la zone euro pour mettre en place une vraie taxe sur les transactions financières qui pourrait rapporter entre 50 milliards et 100 milliards d'euros par an. Pascal Canfin, eurodéputé pour le camp de Europe Écologie Les Verts, vice-président de la commission spéciale sur la crise financière et conseiller économique d'Eva Joly, et puis auteur également de Ce que les banques vous disent et pourquoi il ne faut presque jamais les croire. Merci. Merci.